Bonjour et bienvenue sur LCI, un événement spécial aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon face à 3 patrons, débat rare qui se tient dans le contexte du 12e sommet de l'économie de nos partenaires Challenge. Jean-Luc Mélenchon, je vous en prie, soyez le bienvenu. Je vous accueille sur cette scène du 12e sommet de l'économie. Vous allez prendre place juste ici. Le micro. Bonjour. C'est tout bon pour le micro? En fait, on s'est déjà vu, non? Oui. Alors Jean-Luc Mélenchon. Voilà, on y est. Ça ira mieux comme ça. Va. Jean-Luc Mélenchon, bienvenue. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors vous le savez, vous avez parfois l'image de l'adversaire même des entreprises. Certains entrepreneurs se demandent peut-être même à quoi ressemblerait la France pour eux si vous accédiez aux plus hautes fonctions de l'État. Quel serait l'impact de votre politique sur leurs activités. Et vous vous en souvenez, j'en doute pas un instant, c'était Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF en 2022, qui disait qu'il vous pensait prêt à être au pouvoir, à gouverner en cas de victoire. Il disait non, ce ne sera pas le chaos. En revanche, les entreprises n'investiront plus et n'embaucheront plus. Voilà, on est là, 3 ans plus tard. Des entrepreneurs sont face à vous, grandes, petites, moyennes entreprises. C'est l'occasion d'échanger plusieurs thèmes, hein. Taxation des entreprises, le salaire, la durée de travail ou encore les normes. Et c'est Gaëlle Mac qui est directrice déléguée de la rédaction de Challenge, notre partenaire, qui va présenter nos chers patrons. Voilà, donc en face de vous, Jean-Luc Mélenchon, nous avons Michel de Rosen à ma droite. Donc vous êtes le président du conseil d'administration de l'équipementier automobile Forvia. Donc vous êtes un grand groupe, un chiffre d'affaires de 27 milliards d'euros et 150 000 collaborateurs. Je présente ensuite Patricia Vial. Alors vous êtes à la tête au contraire d'une PME, vous êtes directrice générale déléguée de Abel Crabos, qui est une PME qui traite des plumes et duvets dans les Landes. Voilà, donc vous, le chiffre d'affaires, c'est plutôt 55 millions d'euros, 100 collaborateurs. Et j'accueille aussi Thibaut Hiverna, qui est le PDG du leader de l'emballage médical, qui est donc une ETI, ou une entreprise de taille intermédiaire, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1600 collaborateurs. Donc l'idée, c'était bien ça, un grand groupe, une entreprise de taille moyenne et une petite entreprise. Alors ces échanges s'inscrivent bien sûr dans un contexte particulier puisqu'il y a le débat budgétaire avec au cœur notamment la taxation des entreprises. Vous avez déposé, on va en reparler, un contre-budget, 183 milliards d'euros ponctionnés sur les patrimoines les plus aisés. On va en reparler, mais on parle aussi de taxes sur les dividendes, d'exonération patronale. Des amendements ont été adoptés comme l'augmentation de l'impôt sur les bénéfices de multinationales. Mais Jean-Luc Mélenchon, pour être très direct, des entreprises hurlent en ce moment en disant on en a assez d'être dans le viseur. Nous, on crée de la richesse, on crée des emplois. Elles sont face à vous. Que leur dites-vous? Bonjour. C'est un bon début. Bon, je vais essayer. Vous savez que mon problème permanent dans la vie politique, c'est la brièveté. Le problème n'est pas ce qu'on va dire, mais ce qu'on n'aura pas le temps de dire. Donc je préfère aller tout de suite au cœur de la proposition que je pose sur la table. La proposition, la voici. J'estime, premièrement, je ne suis pas le seul, nous pensons que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle historique, dominé par les États-Unis d'Amérique, qui viennent de siffler la fin de la période de la priorité d'accès au marché mondial, de l'ouverture, de l'abolition des droits de douane, de la baisse des salaires partout. Et nous, en Europe, nous sommes les contemporains d'un véritable effondrement de nos sociétés auquel nous ne comprenons rien. Nous nous débattons dans la confusion politique. Donc cette période-là, la page va se tourner. Soit on maîtrise la page qui se tourne, soit elle se tourne malgré nous. Donc autant savoir ce qu'on veut faire. Et voici ce que j'ai à dire. Nous tirons le trait sur cette période. Nous pensons que le néolibéralisme nous a coûté affreusement cher à la France, parce que nous sommes un État qui s'est toujours construit autour de l'État et d'une organisation centralisée. D'autres pays ont d'autres talents. Nous, on a juste celui-là. Il ne nous a pas desservi dans l'histoire. Nous avons été au premier rang d'un tas de choses. Eh bien maintenant, à l'étape à laquelle nous sommes, nos infrastructures sont détruites amplement, faute de financement public, nos populations sont appauvries, et nous avons subi une indifférence aux questions écologiques et de souveraineté nationale qui a amplifié les dégâts. Voilà le bilan. À partir de là, peu importe la discussion qu'on peut avoir, si qui est responsable de quoi dans cette affaire. C'est ça la situation. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Sur le plan géopolitique, je le laisse de côté. J'en reste à nous, ce qu'on peut faire. Je propose déjà qu'on évite de mélanger les mots.
Être adversaire de l'actionnariat, ce n'est pas être adversaire de l'entreprise. Être partisan d'abord de ceux qui travaillent, ce n'est pas détester les autres. Qu'on commence donc par nommer bien les choses. On va voir quand on va arriver dans le détail. Mais j'ai à proposer la chose suivante. Pour la nouvelle étape, essayons d'unir le plan et le marché. Autrement dit, nous ne nous abandonnerons pas au marché. Nous voulons que le pays ait ses propres objectifs et que pour les atteindre, il s'en donne les moyens dont il dispose déjà, je vous rassure, et ceux qu'on prendra en plus. Pour le faire, nous avons une ligne de développement écologique et social. Mais plus fondamentalement, comment allons-nous procéder? Avec les grandes entreprises et avec les petites et les moyennes, la discussion n'est pas la même. Je ne peux pas parler avec vous sans discuter en même temps des relations que la France a avec la Chine. Notre discussion n'aurait pas de sens. On ne va pas discuter de ce que vous produisez. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais par contre, pour savoir ce que le pays peut faire à propos de la première puissance productive du monde, oui, on a une discussion et sans doute des intérêts communs pour la patrie et pour votre entreprise qui peuvent être communs. Je vous mets de côté et je les regarde plutôt les deux autres parce que vous êtes, ben oui, vous êtes la troupe de choc. Il vous arrive ce qui est arrivé aux paysans. Les gros vous poussent devant et à la fin, c'est vous les victimes de la sauce. Je connais l'histoire. Il y avait 7 millions de paysans dans ce pays, il n'y en a plus que 400 000. Voilà le résultat. Je t'avoue, d'une certaine manière, on a une proposition à vous faire. Et pour que ça fonctionne, on va commencer par la démocratie. Nous allons proposer de modifier les règles de la représentativité patronale. Si vous êtes au MEDEF, ça ne va pas vous faire plaisir, mais si vous n'y êtes pas, ça pourrait vous faire plaisir. Parce que les syndicats des petites et moyennes entreprises, les syndicats patronaux d'une part, et ceux de l'économie sociale et solidaire, sont sous-représentés aujourd'hui. Si nous voulons faire un pacte politique et économique avec vous, nous avons besoin que vous soyez plus puissants dans la relation générale avec tous les organismes. Pour le faire, nous allons vous proposer un certain nombre de choses. Premièrement, les aides seront concentrées sur ceux qui rentrent dans le plan, c'est-à-dire ceux qui acceptent d'entrer dans les objectifs du plan reçoivent la totalité des aides qui aujourd'hui sont disponibles. Il y en a pour les indices de 111 milliards, je sais que vous contestez le chiffre, les autres disent 100, de toute façon ça fait beaucoup d'argent. Il y en a assez pour ce qu'on veut faire. Deuxièmement, des facilités financières. Troisièmement, des marchés prioritaires. D'abord ceux de la puissance publique. Enfin, des méthodes de protectionnisme, ciblées évidemment. Il ne peut pas être question de fermer les frontières de la France et de dire plus personne ne rentre. Mais nous pouvons cibler. Et ce que nous aurons ciblé, nous pouvons le discuter. C'est pourquoi nous parlons de protectionnisme solidaire. Voilà donc le plan, un accord, des moyens pour tenir l'accord, de votre côté et du nôtre. Ceux qui rentrent dans le plan reçoivent tout, ceux qui ne veulent pas, ils font l'entreprise privée traditionnelle, ils font ce qu'ils veulent. Mais la période du néolibéralisme où tout le monde vient pour promettre des diminutions d'impôts, des diminutions de cotisations, et à la fin on ne sait pas qui va payer la santé et le reste, ça c'est fini. En tout cas, nous on y mettrait un terme. Alors voilà, les bases là, elles sont clairement posées pour le débat. On va prendre les choses les unes après les autres. La taxation des entreprises. On est dans le débat du moment, le budget. Concrètement, dans votre contre-budget de la France Insoumise, il y avait en gros 183 milliards de taxes et impôts supplémentaires qui allaient reposer sur les entreprises et aussi sur les très aisés qui sont quand même souvent des entrepreneurs ou des propriétaires d'entreprises. Donc, les patrons, de leur côté, se plaignent d'être déjà surtaxés par rapport à leurs concurrents allemands, italiens, espagnols, par rapport à l'ensemble de leurs concurrents des grands pays d'Europe. Et vous leur dites, non, c'est pas assez, on va vous taxer de 180 milliards d'euros de plus. Donc, je ne sais pas, peut-être Michel de Rosen, qu'est-ce que vous voulez dire sur ce point de la taxation des entreprises, sur lequel, effectivement, les organisations patronales se sont montrées très vocales ces derniers temps, notamment via une lettre à l'Ocornu. On vous laisse échanger. Alors d'abord, bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour. En prévision de ce débat, j'ai lu 8 de vos livres. J'en ai écrit 23, il y a encore du temps. D'accord. Et vous m'avez dit en entrant que j'en ai raté d'autres. Alors, ce qui m'a frappé, c'est votre talent, votre culture.
Et sur le plan économique, vous tenez quelquefois des raisonnements qui m'ont laissé perplexe. Et donc, j'espère que cette rencontre va nous permettre de nous comprendre un peu. D'abord, souvent dans vos écrits, vous présentez les salariés, je simplifie, comme les victimes des entreprises et notamment des grandes entreprises. Je voudrais partager ici avec les auditeurs 2 chiffres très simples. La part des salaires dans la valeur ajoutée en France est passée de 1998 à 2025 de 79,5% à 89,5%. Ce sont des chiffres de l'OFCE, qui n'est pas suspect d'être une officine patronale. Donc, en France, la part des salaires dans la valeur ajoutée a à la fois progressé et elle est plus forte que dans tous les pays importants de l'Europe. Ça, c'est juste une remarque factuelle. J'en viens maintenant à une question. Vous avez donc, j'ai lu votre programme, le programme LFI, et je vois que vous prévoyez d'augmenter considérablement les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires. La France est déjà le pays dont le niveau de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires est le plus élevé au sein de la communauté européenne comme au sein de l'OCDE. Comment pouvez-vous croire qu'en augmentant encore plus les dépenses publiques, en augmentant encore plus les prélèvements obligatoires, les impôts, cela permettra d'augmenter la croissance en France et d'augmenter le pouvoir d'achat? Et pour comprendre votre réponse, je me suis demandé dans vos livres, quel pays vous inspire? C'est manifestement pas l'Allemagne, puisque dans le livre Le Hareng de Bismarck, vous tirez au bazooka sur l'Allemagne, vous ne leur donnez aucun crédit sur aucun... Bon. En revanche, il y a un pays qui semble attirer votre sympathie et votre estime, c'est le Venezuela. Mais le Venezuela, ces 15 dernières années, a connu une crise économique et sociale telle que 23% de sa population a quitté le pays pour aller ailleurs. Donc ma question est, pourquoi pensez-vous qu'il faille augmenter les dépenses et les impôts pour augmenter le pouvoir d'achat des Français? Et pourquoi vous référez au Venezuela? N'y a-t-il pas autour de la Terre un pays plus convaincant? Jean-Luc Mélenchon. Bon, je savoure la délicatesse du propos. Permettez-moi de vous dire que moi aussi je vous ai lu. Il vous en manque encore 14 à lire. Dont le dernier que je vous recommande, si c'est trop cher, c'est 10 ou 20 euros, volez-le. Mais ça permet de comprendre le fond de ma pensée. Alors, je suis un peu votre parallèle. J'ai lu votre livre sur l'égalité, j'ai lu celui que vous avez eu la mauvaise idée de signer avec M. Gattaz. Et... celui sur l'égalité est celui qui m'a le plus intéressé parce que j'ai découvert qu'on avait un pressentiment, une intuition commune, c'est que l'histoire est faite de dynamique qu'elle contient et qu'elle alimente. Vous pensez, et vous prenez des précautions oratoires, que l'inégalité est le meilleur moteur de l'histoire. Ça ne fait pas de vous une brute. Vous ne dites pas, il n'y a que l'inégalité qui vaille. Mais vous critiquez la passion de l'égalité dont je reconnais que je suis entièrement fait, comme quelque chose qui rend jaloux. J'ai pas trop aimé la psychologisation. Vous vous trompez, ça ne rend pas jaloux, ça rend soucieux, sourcilleux, chatouilleux de la dignité qu'on se reconnaît pour soi-même et aux autres. Alors je voulais juste rectifier ça, et j'en profite dans les rectifications pour vous dire que le Venezuela n'est pas mon modèle économique. Vous n'avez pas lu les derniers bouquins, ceux-là ils ont déjà au moins 10 ans. Mais non, si un pays force mon attention, c'est toujours celui qui va marcher devant pour la performance technique ou la performance écologique. Et je ne cache pas que dans le moment où nous sommes, à cette étape, puisqu'ils ont gagné la partie d'être la première puissance mondiale productive, c'est la façon avec laquelle les Chinois avancent qui me stupéfie, m'intéresse, car je n'ai aucun des préjugés racistes qui animent beaucoup de gens. Alors je viens à... Je propose de monter légèrement le micro. D'accord. Je viens, une fois qu'on a posé ça, pour au moins le rétablir, et j'espère que vous avez bien compris que je ne propose pas d'établir le régime politique de la Chine populaire ici. D'accord ? Ce point est clair. Bon, parfait. Donc on regarde, on essaye de comprendre comment ça marche. Alors après, je suis obligé de vous proposer qu'on utilise le même vocabulaire, pour au moins être sûr de se comprendre. Voyez-vous, la formule prélèvement obligatoire ramener à bon les impôts, non.
D'abord parce que prélèvement obligatoire est une expression fourre-tout. On met là-dedans des impôts, vous avez raison, des taxes, la TVA, vous avez raison, mais on y met des cotisations sociales. Si ce qui est payé par des cotisations sociales ne l'était pas, si on abandonnait tout au secteur privé de l'assurance, ça ne serait plus compté. Si c'est privé, ça ne compte pas. Si c'est une cotisation obligatoire, ça compte. Mais pas toujours. Par exemple, là, on abonne tout le monde à des mutuelles, mais ça ne compte pas dans les prélèvements obligatoires. Alors, tout ça n'est pas très sérieux, à mon avis. Non, mais globalement, c'est quand même exact que les sociétés françaises ont déjà un niveau de prélèvement élevé, que ce soit impôt de production, impôt sur les sociétés depuis un an puisqu'il a été remonté, et que dans votre programme, vous proposez encore une liste de nouvelles taxes et impôts. Je ne parle même pas des cotisations sociales. Moi, j'ai envie de vous demander, Thibault Hyverna, dans votre entreprise, qu'est-ce que ça ferait exactement? Je parle notamment parce que les ETI sont souvent des exportateurs et sont donc exposés à la concurrence internationale. Est-ce que lire ce programme vous poserait problème dans votre société? Bon, d'abord, bonjour et merci de votre invitation. Bonjour, Monsieur Mélenchon. Moi, vous savez, dans une ETI, dans une entreprise de taille intermédiaire moyenne, on est exposé aussi à la concurrence internationale. Et peut-être pour reprendre quelque chose que vous avez dit en introduction sur ce distinguo que vous faites entre les grands groupes et puis des sociétés plus petites, soit très petites, soit de taille moyenne, je ne crois pas que ce soit comme ça que fonctionne la vie économique réelle. C'est-à-dire que nous, on se sent davantage tiré par des grands groupes que écrasé par des grands groupes. Les grands groupes sont nos clients, les grands groupes on les suit dans les endroits où ils vont quand ils y vont parce qu'ils ont besoin de nous, et ainsi de suite. Donc ce côté, vous avez dit, vous êtes les victimes finalement des gros, nous ne le vivons pas comme cela. Donc ça c'est quelque chose que je voulais peut-être préciser. Et sur la partie taxation elle-même, vous savez, à la fin de la journée c'est une affaire de compétitivité. Donc on n'est pas seul au monde, on est exposé nous aussi, les petits, les moyens comme les grands, plus les grands que les petits, c'est vrai, à une concurrence qui est ouverte aujourd'hui, et le protectionnisme et les taxes et les droits de douane, les tarifs trumpiens et autres qui viennent au monde. Vous avez là aussi introduit sur ce sujet, vous dites ça va changer évidemment le monde, oui, mais enfin moi je ne constate pas aujourd'hui, on peut se projeter que ça a changé les flux, enfin ça ne change pas beaucoup l'ouverture du monde tel qu'elle existait dans le monde économique. C'est là où je vais jouer mon rôle de maîtresse des horloges. Il nous faut parler également de fiscalité des riches. Vous voyez très bien où je veux en venir, tous dans le débat parlementaire. Il y a eu cette question dans l'atmosphère. Dans votre contre-budget, au total pas moins de 183 milliards d'euros seraient aussi ponctionnés les patrimoines les plus aisés. Je parle de taxe Zuckman, ISF ou encore héritage. Mais de nombreuses figures du monde de l'entreprise, peut-être ici présentes, ont exprimé ces dernières semaines leur rejet. La mesure est qualifiée de contre-productive. Ils appellent à ne pas casser l'élan entrepreneurial français. Vous avez commencé à répondre, je vous en prie, puis après on va poursuivre l'échange. Oui, mais si vous permettez, parce que peut-être que ça a pris trop de place, je conteste absolument que nous soyons le pays le plus surtaxé, etc. Je vois qu'en 2 secondes, vous reprenez les prélèvements obligatoires comme une vérité établie, vous ne distinguez pas les cotisations des impôts. Pardon, mais même en faisant comme ça, c'est le Danemark qui est devant. Et deuxièmement, je vous redis que le système de la sécurité sociale coûte 5 fois moins cher que n'importe quel système assurantiel. Bien. Il représente le 30% de ces prélèvements obligatoires. Retirez-les de 45, ça vous donne 15. 15 moins 45, 30. Donc nous ne parlons plus du même classement. Supposons que j'accepte à cette tribune, à cet instant, la destruction complète, immédiate et totale de la sécurité sociale au profit des assurances. C'est ça qu'il faudrait payer. Et vous qui êtes des patrons, où vous embauchez des gens de haut niveau technique, on est d'accord ? De haut niveau technique. Vous allez devoir les payer bien, beaucoup plus que vous ne le faites aujourd'hui si vous passez tout au privé. Pourquoi ? Parce que l'assurance sociale coûte bien moins cher que n'importe quel système d'assurance par point ou par capitalisation. J'en veux pour preuve que quand ce point est arrivé dans la discussion à la précédente rectification du système des retraites que proposait M. Macron, quand on est arrivé sur le point des cadres, c'est le MEDEF qui a dit « Oh là, où on va ?»
Pas question, parce que nous serions obligés d'augmenter tous les cadres pour les garder. Car il y a compétition pour garder les grands esprits. Il y a aussi des compétitions sur ces qualifications. Premièrement, donc, je continue à le contester. J'ajoute que vous n'avez cessé de faire baisser les impôts. Ils représentent une part moindre aujourd'hui que c'était le cas dans les années 80. J'ai l'âge de m'être souvenu de la période où l'impôt sur les sociétés, c'était 50%. Maintenant, il est à 25%. Et le projet d'impôt mondial, c'est 15%. Vous allez arrêter où et quand d'en demander encore davantage? Alors Jean-Luc Mélenchon, j'ai une question pour ces Mais ces vous étiez sur les cas des impôts que, paraît-il, on va aggraver. Mais j'ai une petite question. Mais je voulais quand même qu'on mette ces choses-là au point. Sinon, on croit qu'il y a une vérité. Pardon. Supposons, pour être agréable à cette heure-ci. Jean-Luc Mélenchon. Oui, oui. Oui, oui. Supposons qu'à cet instant, je vais finir, ne vous inquiétez pas, que juste pour la courtoisie, hein, je vous dise, eh bien, il y a au moins 2 points de vue. Mais pardon de vous dire que si on avait un peu plus de temps, vous tenez pas le choc pour continuer à tenir cette thèse que nous sommes le pays qui coûte le plus cher d'Europe, parce que ce n'est pas vrai. Est-ce que certains d'entre vous ont tenu le discours qu'on a entendu lors d'une discussion budgétaire? Moi, je pense à quitter le pays si on continue de nous taper sur la tête avec les taxes Zuckman, etc. Est-ce que l'un d'entre vous y a réfléchi un instant? Non, je peux prendre pour ce qui me concerne, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. En revanche, est-ce qu'on l'entend de temps en temps? Oui, on l'entend de temps en temps, je ne peux pas vous dire le contraire. Et qu'est-ce que vous répondez, Jean-Luc Mélenchon, à ceux qui ont envie de partir, qui disent en tout cas qu'ils veulent partir? Peut-être Patricia, Michel. Bonjour Monsieur Mélenchon, merci pour l'invitation. Je fais une parenthèse, sur le territoire français, j'ai un chiffre d'affaires de 5 millions et j'ai 27 salariés. Ça a son importance pour ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Non, je l'entends pas. Non, sincèrement non. Et donc, pardon, Jean-Luc Mélenchon, à ceux qui disent moi je veux partir, si on continue avec les affaires de taxes Zuckman et si on me tape encore sur la tête à coups de prélèvements et de charges, etc., vous leur dites quoi? Rien, au revoir. Mais sinon, ce que je peux dire, c'est que je n'y crois pas. Et voyez-vous, je ne suis pas la caricature que vous croyez à l'égard d'un grand patron, ou d'un bon patron, ou d'une bonne patronne. Je pense que, comme Danton, il pense qu'on n'emmène pas sa patrie à la semelle de ses souliers. Et j'ai connu quelques grands producteurs de ce pays qui étaient de parfaits patriotes. Je pense à Serge Dassault, être étrange, il en était un, paix à sa mémoire. Mais en tout cas, lui, payait ses impôts en France et n'a pas imaginé une seule seconde s'en aller. Pourtant, il ne vivait pas de Rafale. Il vivait du Falcon, qui est un des meilleurs avions du monde. Ce que je voulais vous dire, vous avez sorti 183, j'ai pas refait toute la liste. Mais qu'est-ce que vous avez à dire contre l'impôt sur les multinationales? Qu'est-ce que vous auriez à dire? Regardez, ArcelorMittal a pris 300 millions, n'a pas payé 1 euro d'impôt les 5 dernières années. Et maintenant trouve encore le moyen de venir pleurer dans notre gilet pour en demander davantage et fiche des gens dehors. Vous n'aurez rien à dire contre, vous serez d'accord avec moi. Tout le monde doit payer l'impôt. Pour quelle raison McDo paierait presque rien? Pourquoi Total paierait presque rien? Voilà, eh bien cet impôt sur la multinationale sur lequel vous jetez des larmes, apparemment, puisque ça va coûter encore plus cher, ça rapporte 26 milliards. Les taxes sur les super profits, 20 milliards. Qu'est-ce que vous avez contre le fait qu'on taxe les super profits davantage que les autres profits? Il me reste un impôt et après c'est fini. Michel de Rosen. Bon, et la taxe Zuckman, c'est une taxe sur le patrimoine, vous l'avez entendu, mais c'est une parmi bien d'autres. Alors, vous n'aurez pas la taxe Zuckman, mais les socialistes vous proposent de vous faire un emprunt forcé. Je vous laisse vous débrouiller avec vos amis. Bon, qui veut réagir? Allez-y, monsieur de Rosen. Moi, je voulais dire ceci. Mes grands-parents et parents étaient des immigrés, ils sont venus en France et j'ai aucune intention de quitter la France. Voilà. Mon amour de la France n'a rien à voir avec la fiscalité, ce qui ne m'empêche pas d'avoir sur la fiscalité des opinions. Le deuxième commentaire que je veux faire, c'est que je crois que vous avez raison sur le Danemark. Mais pardonnez-moi de considérer que le Danemark n'est pas encore une grande puissance économique. Il le sera peut-être un jour. En revanche, par rapport à nos grands concurrents, là, la France est plus élevée que les autres, à la fois en dépenses publiques et en impôts. Et ce qui m'inquiète dans votre programme, quelle que soit l'éloquence avec laquelle vous le présentez, c'est que je pense que nous avons le même objectif, mais un désaccord sur les moyens. Le même objectif, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des Français et l'emploi en France. Je crois qu'on arrivera mieux en libérant les forces économiques et pas en les taxant plus. Alors justement, moi, puisqu'on parle de pouvoir d'achat, je voulais
parler d'une proposition phare de votre programme, qui est d'augmenter les salaires, et notamment le SMIC, à 1 600 € net, donc ce qui représenterait une augmentation de 12%, voire de l'indexer sur l'inflation. Donc, en gros, en plus de taxes et impôts supplémentaires pour les entreprises, vous leur proposez aussi d'augmenter le coût du travail. Est-ce bien raisonnable ? Non, c'est totalement fou, bien sûr. Donc, pour la 4e fois, nous n'augmentons que ce qui peut être augmenté, c'est-à-dire la part de prélèvements qui sont des impôts. Donc, le SMIC, les cotisations sociales, si vous n'en êtes pas content des cotisations sociales, vous autres les patrons, vous n'avez qu'une chose à faire, rendez la gestion de la sécurité sociale aux syndicats ouvriers. Vous en mêlerez plus, moi non plus. Mais puisque ça a été mis dans les comptes globaux de l'État, et notamment pour le calcul des déficits, où on compte les déficits de versement de l'État à la sécurité sociale comme un déficit public, c'est quand même le comble. Je voudrais qu'on parle de salaire. Créé par lui-même. Bien, quelle était votre question? On augmente les salaires, est-ce que c'est raisonnable? Voilà, exactement. Bon, écoutez, en France, 53% de la croissance, 53% du PIB, c'est de la consommation intérieure. Plus de la moitié. Quand vous augmentez les salaires, surtout les bas salaires, le SMIC c'est le bas salaire, hein, c'est le salaire minimum, vous augmentez la consommation. Mécaniquement vous l'augmentez. Donc vous remplissez les carnets de commandes. De qui? De madame? Parce que pour acheter des édredons en plume, qui est quand même un objet assez sophistiqué, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est sophistiqué. Il faut avoir des sous. Et quand vous avez un SMIC, vous payez, vous dépensez absolument tout, jusqu'au dernier euro. Et maintenant, en ce moment même, vous dépensez un peu plus que le dernier euro. Voilà. Par conséquent, l'augmentation de salaire produit mécaniquement une augmentation de la consommation qui produit mécaniquement un remplissage du carnet de commandes. Alors bien sûr, pardon, il faut doser la manière avec laquelle on monte en puissance, comme dans n'importe quoi. Donc on fait toc toc toc, c'est 14%, vous allez arrêter de pleurer pour 14%. Les Espagnols ont augmenté de 35% alors, et ils ont 3,8% de croissance vous connaissez annuelle. Les deux pays parfaitement. Le travail paye suffisamment dans notre pays aujourd'hui? Est-ce que vous estimez que oui, une hausse de la rémunération de nos salariés est nécessaire? Est-ce que ça peut passer par 1 600 € de SMIC pour commencer? Alors, si on passe à 1 600 € net, alors je vais faire une comparaison avec l'Espagne. Et d'ailleurs, je vous renvoie, M. Mélenchon, à la calculette du MEDEF, qui est un bel exercice. Actuellement, pour avoir un SMIC net à 1 600, il faut avoir un SMIC brut à 2 050 à peu près. En Espagne, avec la même somme, vous avez un salaire entre 1 700 et 1 850 €. Donc augmenter les salaires et passer à un SMIC à 1 600, grosse répercussion pour nous, répercussion de trésorerie, répercussion de coûts salariaux, répercussion sur notre trésorerie, répercussion aussi sur les autres salariés puisqu'il y a un écrasement de la grille des salaires avec une augmentation de masse salariale entre 10 et 25%. Donc tout ça c'est une réalité, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai bien insisté en disant que j'étais une PME et c'est très compliqué pour nous PME de pouvoir envisager. Et je voudrais glisser sur une de vos mesures phares qui est sur l'intéressement. Alors l'intéressement, moi, comme beaucoup de patrons de PME, je fais mes entretiens de recrutement parce que je n'ai pas les moyens d'avoir des services comme d'autres grandes sociétés. Et quand je fais, à un moment donné, c'est tellement tendu dans le recrutement qu'on est obligé d'avoir des petites choses qui peuvent inciter et à fidéliser nos salariés. Et c'est l'intéressement. Et aujourd'hui, je vous pose la question, monsieur, est-ce que vous voulez favoriser ce partage de la valeur ou est-ce que vous voulez taxer l'intéressement? Parce que je ne sais plus ce que je vais dire à mes jeunes aujourd'hui. Bien sûr, c'est une question combien je gagne, mais surtout, y a-t-il des primes? Je réponds quoi? Jean-Luc Mélenchon. Bon, nous sommes des partisans du salaire direct taxé normalement. Vous prenez l'exemple de l'Espagne, nous pourrions l'étudier dans le détail, mais pour résumer ici, pour ceux qui ne le sauraient pas, puisque je m'aperçois que cet aspect du problème est moins souvent devant dans l'actualité que l'excès d'impôts. Mais aujourd'hui, c'est l'État qui paye 40% des payes des smicards. Parce que salaire brut, salaire net, salaire brut, c'est du salaire. Eh bien aujourd'hui, c'est l'État qui le paye jusqu'à 2 fois à peu près le SMIC. Donc il faut tenir compte, c'est pas vous madame que je m'adresse directement, vous n'y êtes pour rien. Vous voulez dire mais c'est pour mentionner. De charges, c'est ça? Je veux dire que d'abord, c'est pas des charges, mais des cotisations. Vous devez appeler les choses par leur nom.
C'est une cotisation obligatoire. Ce qui est une charge, c'est l'assurance que vous êtes obligé de prendre pour vos enfants, pour votre appartement ou pour votre voiture. Via les allègements de cotisation, oui, c'est ça que je voulais dire. Il faut appeler les choses par leur nom, comme ça on se comprend mieux. On arrive à discuter plus suavement. J'en reviens à la taille de l'entreprise. Bien sûr qu'il y a une perturbation. Je ne vais pas vous dire augmenter de 14% n'a aucune conséquence. Mais il faut bien prendre le problème par un bout. Car si on le prend par l'autre, qui consiste à dire « Ah non, 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 on ne touche pas au salaire, il ne faut pas que ça bouge ». Tandis que la vie va nécessairement augmenter, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit « Je ne sais pas ce que ça va donner ». Trump, je vais vous le dire, une crise mondiale. Ayez juste 1 ou 2 ans de patience et vous la verrez. Si on continue à dire il faut comprimer les salaires, il faut comprimer les cotisations sociales, alors que nous sommes déjà victimes de plusieurs épidémies de masse, hein, eh bien, on connaît le résultat. C'est que tout ça va nous coûter encore plus cher à la fin. Si vous permettez, vous pénalisez quand même les industries. Je suis obligé de représenter cette partie-là de notre discussion, à laquelle je suis certain que vous êtes, par votre propre vie et celle de vos familles, sensibles. Oui, mais la maladie, l'accident du travail, record en Europe, ça ne voulait pas. Pardon. Patricia Vial et Thibault Bernat. Oui, vous pénalisez quand même les PME où il y a voilà, où on a une majorité de gens sur des emplois non qualifiés. Allez-y Thibault Bernat. Je voudrais entendre votre voix sur le sujet. Moyenne entreprise. Juste un instant sur les emplois non qualifiés et qualifiés et ainsi de suite. Donc, beaucoup de réalité Non, mais attendez. D'abord, personnellement, je ne crois pas à l'emploi non qualifié, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire des employés sans diplôme. Parce qu'au bout d'un moment, vos employés, vous vous battez pour les garder. Non, on a un savoir-faire, mais ils ne sont pas qualifiés. Ah ben, savoir-faire et qualification, c'est voisin. Une qualification reste, un savoir-faire se dilue. Vous me rendez triste, madame. J'ai inventé la valorisation des acquis de l'expérience qui donne le diplôme. Donc le CAP. Une seconde. Est-ce que vous me permettez de vous dire que, à part vous prendre des sous, c'est pas moi qui vais les prendre, hein, augmenter les salaires, il y a d'autres choses dans le plan que vous pouvez voir. Par exemple, le taux d'escompte à 0%, ça vous intéresse ? Ou vous prenez pas parce que non, mais là on est sur le SMIC. Alors, on va revenir. Et puis vous savez, Jean-Luc Mélenchon, en quelques instants, on va revenir à votre main tendue aux plus petites entreprises. Ah oui, mais je voudrais, on n'est pas encore là. Voilà, exactement. Maître des horloges, c'est moi. Thibault Bernat, sur la question des hausses de salaire. Oui, il y a peut-être 2 choses. Enfin, vous expliquez que les cotisations sociales n'ont rien à voir avec les impôts, etc. Mais malgré tout, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Enfin, moi, je suis d'accord avec le constat que vous faites que les salaires nets sont trop bas dans ce pays. Mais une des raisons pour lesquelles les salaires nets sont trop bas, c'est que je vais prendre volontairement quelqu'un qui est réputé bien payé. Prenons quelqu'un qui a 4 000 € de salaire brut par mois. On parle toujours en salaire brut dans ce pays. À moi, entreprise, ça me coûte 5 500 €. Et lui, il lui reste 2 500 une fois qu'on lui a retiré les cotisations dites salariales. C'est une vue de l'esprit de scinder les deux. Et puis son impôt sur le revenu et les autres taxes. Donc voilà quelqu'un dont la valeur de travail reconnue par son employeur est de 5 500 € par mois et à qui il va rester 2 500 chaque mois parce qu'on va prendre 3 000 avant même qu'il les ait vus. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui mériterait d'être travaillé, en fait, encore une fois, à charge égale, cotisation égale, impôt égal. Mais aujourd'hui, les gens ne voient pas le fruit de la valeur de leur travail, du fait en partie de ce système. Ouais, c'est très concret. On voit vraiment pas le monde du même balcon. Le même employé qui vaut ce que vous dites qu'il vaut, et je l'admets, puisqu'en plus maintenant on a des conventions collectives qui permettent de situer le niveau des salaires. Ça c'est un atout français, ça n'existe qu'en France. Ailleurs, si vous n'êtes pas membre du syndicat qui a signé l'accord et que votre patron n'est pas membre du syndicat patronal qui a signé, l'accord il n'est pas pour vous. Mais je reviens à cette personne qui a gagné cet argent. Tant qu'elle est en bonne santé, tant que tout va bien pour elle, tout va bien. Comment on lui a pris 3 000 €? Mais le jour où, pour votre malheur, et nous sommes tous ici égaux sur ce plan, nous sommes des êtres humains semblables, hein, eh bien, quand vous tombez malade, alors là, oui, quel bonheur d'avoir la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale, c'est chacun donne selon ses moyens, mais reçoit selon ses besoins. C'est pourquoi pour nous, la sécurité sociale, c'est en quelque sorte l'image de la société à laquelle nous aspirons. Il y a du chemin pour y arriver. Mais c'est pourquoi je ne peux pas vous répondre mois par mois. Mais le mois où la personne est malade, là je peux vous répondre. Et combien j'en ai vu autour de moi, dont certains sont hélas partis, dire heureusement parce que moi je n'aurais pas pu me payer ça. Et j'ai vu dans les pays où ça n'existe pas. Vous dites à quelqu'un qui a 20 ans ou qui a 30 ans, eh ben tiens, tu vas payer sur les 5 000 une assurance privée de temps. Il va dire jamais de la vie.
Ça, c'est dans le bouquin que vous avez signé avec machin là. Il dit alors chacun choisira s'il va à la Sécu ou s'il va à l'assurance privée. À 20 ans, à 30 ans, vous vous croyez immortel, vous signez rien du tout, vous prenez le moins possible. Mais une fois que vous réfléchissez, moi j'ai vu, je vous en parle, c'est un témoignage, des gens, tu amènes quelqu'un à l'hôpital, dont tu sais qu'il a une probabilité de survivre, mais cette probabilité, c'est une probabilité seulement. Et puis la première semaine, tu as dépensé tout ce que tu avais en économie, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Et la deuxième semaine, tu vas emprunter. Et la troisième semaine, on te demande, on dit qu'est-ce qu'on fait? On le sort et on le ramène chez vous, ou on continue les soins? Voilà à quelle dialectique horrible la sécurité sociale nous permet d'échapper. Oui, mais il y a une question de curseur du coût en réalité. Michel de Rosen, puisque c'est vous qui Attendez, avez... non mais je veux répondre. Il veut faire baisser les coûts. écrit le livre. Je veux juste te dire que si aujourd'hui on prend 3 000 € à cette personne pour lui dire on te le rendra quand tu seras malade, quand tu seras à la retraite, ce qui est le principe du pot commun et de la solidarité intergénération et en cas de maladie. Je partage complètement cette idée. En revanche, la bonne question est de dire ok, est-ce qu'on peut faire ça pour 2500 au lieu de 3000 pour que la personne, elle, touche tous les jours, parce que elle est contente d'être protégée quand elle va être malade ou à la retraite. Ce qu'elle voudrait aussi, c'est pouvoir bénéficier un peu des fruits de son travail chaque mois. Mais monsieur, attendez, il faut répondre à ces questions-là. D'abord, on peut faire baisser les prix des soins et des médicaments. Donc on ne laisse pas les boîtes françaises partir. Ce qu'on est en train de faire en ce moment pour les prothèses cervicales et compagnie. Primo. Segundo, on continue à produire les médicaments ici et on met une règle sur les prix. On ne les laisse pas partir comme on l'a fait récemment encore avec le Doliprane et compagnie. Et puis, pour le troisième élément, c'est on lutte pour que ça coûte moins cher. Si la maladie coûtait moins cher, la cotisation coûterait moins cher. Combattez l'épidémie d'obésité. C'est une épidémie, c'est une maladie. C'est pas parce que les gens mangent trop, c'est qu'ils mangent mal. Combattons le diabète. Ça coûte 8 milliards par an. Vous voyez les économies qu'on peut faire? Mais pour ça, il faut de la poigne. Il faut une direction politique qui dit on va atteindre tel objectif. Michel de Rosen, on va faire diminuer les maladies. Vous répondre parce qu'il est l'homme qui a écrit le livre avec Pierre Gattaz que vous avez cité il y a quelques instants. Monsieur Mélenchon, sur le même sujet, il se trouve que j'ai vécu 15 ans aux États-Unis et je vais vous rejoindre. J'ai vu un système de santé qui ne marche pas. Il n'y a pas de sécurité sociale aux États-Unis. C'est un anti-modèle. En revanche, je voudrais maintenant vous livrer 2 cas concrets. En France, nous payons un opérateur de main-d'œuvre directe. Il nous coûte 52 000 €. Son salaire brut, après déduction des charges dites patronales, est de 35 000 € et après déduction des charges salariales, il lui reste 28 000 € dans la poche. D'accord ? En Allemagne, pour le même job, nous payons 56 000 €. Son salaire brut est de 46 000 €, son salaire net est de 37 000. Donc 37 000 en Allemagne contre 28 000 en France. Il y a donc un écart de 9 000 dont la plus grande partie s'explique par la différence de charge. L'Allemagne, malgré votre chef-d'œuvre sur le hareng de Bismarck, n'est pas un pays atroce où les gens sont piétinés, etc. Comment faire, à votre avis, pour rapprocher le pouvoir d'achat de l'ouvrier français du pouvoir d'achat de l'ouvrier allemand? Je vous laisse répondre, mais je préviens qu'après, nous allons parler du temps de travail. C'est ça. Bon, alors d'abord, merci de dire que leur système ne marche pas aux États-Unis d'Amérique, parce que comme on passe notre temps, la plupart du temps, à pleurnicher sur nous-mêmes, on oublie de regarder chez les autres et de voir ce qu'ils ont inventé et qui ne marche pas. Donc je le redis, quels sont les moyens qu'on a que ça coûte moins cher, la cotisation sociale? C'est de faire moins de malades et moins de coûts médicaux. Primo, ça nécessite une politique publique fondée sur la prévention. Regardez, là on vient d'avoir un débat budgétaire que j'ai trouvé pour ma part consternant, pas pour les mêmes raisons que la plupart des gens. On parle de 40 milliards d'économies, dit l'un, 20 milliards, dit le socialiste, 100 milliards, dit le RN. Pas un ne dit, si nous diminuons le diabète, on aura moins de dépenses de santé. Si nous diminuons l'obésité, on aura. Si on diminue la mort au travail, cette année c'est un record. 765 personnes mortes au travail. Je ne connais pas une personne qui s'en réjouirait ou qui dirait c'est pas de ma faute. Tout le monde doit se sentir coupable d'une situation pareille. Voilà comment on fait. On réduit ce qui coûte. Et attendez, j'ai pas fini. La production. Je préviens juste physiquement que nous apprenons. Oui, mais est-ce que l'Allemand a la même protection sociale que le Français? C'est pas ce qu'ils m'ont dit quand on en a parlé
avec les camarades des syndicats allemands. Elle est équivalente et je vous apporterai les faits précis. Oui, ok. Mais moi, je suis prêt à discuter de tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train de vous dire tout ce qu'on fait est génial et tout ce qu'on propose est indépassable. On peut tout perfectionner. Mais on pourrait, par exemple, perfectionner les exploits techniques de nos entreprises. Pourquoi sommes-nous moins robotisés que les autres? Nous sommes le 11e pays du monde. On passe après tout le monde, les grandes puissances. On ne peut pas robotiser. Si vous améliorez la production, si vous faites avancer la productivité du travail, vous pouvez mieux payer. Et si d'un côté vous faites des économies et de l'autre vous augmentez la productivité par des moyens humains, le moyen humain, c'est de mettre des machines à la place de l'effort humain. Si vous faites ça, eh ben vous réduisez la différence. Mais c'est pas ça qu'on a fait. Pendant 40 ans, on a fait le contraire. Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez que je vous parle de l'investissement en France? Alors, vous y êtes pour rien parce que vous êtes sur des fronts extérieurs. Mais l'investissement en France, il s'est écroulé à proportion du fait que les dividendes ont augmenté. Et ça, vous ne pourrez pas le contester si je vous mets les chiffres sous les yeux. Jean-Luc Mélenchon de gagner plus, mais en travaillant moins. Je caricature un peu, mais je pose les bases. Dans votre programme, en parallèle de la hausse de salaire, vous parlez de retour aux 35 heures réelles, d'ouverture des discussions sur les 32 heures. Et il y a aussi généralisé une 6e semaine de congés payés pour tous les salariés. Je ne veux pas me mettre à votre place, mais j'imagine que la question des patrons, c'est comment rester compétitif dans ces conditions. Allez-y. Alors bon, je vais pas, comme ça fait quand même 20 ans que ça dure cette histoire, et même un siècle. La grande cause pour la gauche, c'est la diminution du temps de travail. Depuis le début, dans la journée, la bataille pour les 8 heures, c'est le petit triangle que j'ai là, la bataille pour le mois, la semaine de 35, de 40, etc. Et puis dans la vie avec la retraite. C'est la bataille, L majuscule, G majuscule, de la gauche. Je rappelle que vous souhaitez la retraite à 60 ans de nouveau avec 40 annuités. Oui, c'est le bagne avec moi. Hein. Non, mais, je rappelle juste les termes. Oui, mais moi je suis content, c'est pour que tout le monde le sache. Voilà. Voilà, s'il y a des gens qui ont moins de 60 ans, ça les intéresse. Non, je vous dis les ça autres, parce qu'effectivement, mais bon, beaucoup de discussions tournant autour du financement du modèle social disent qu'il faut augmenter la quantité de travail. Oui. Donc, mais alors, la question que vous devez voir, alors j'ai dû essayer de renouveler l'argumentaire, parce qu'à la force, ça finit par me fatiguer. Mais ce que tout le monde a observé, d'abord, on a fait les 35 heures, et au moment où elles ont été mises en place, c'est-à-dire où il a fallu, dans des tas d'entreprises, à l'issue de discussions qui des fois étaient assez homériques, passer à 35 heures. Ce fut les 2 années où on a créé le plus d'emplois en France de tout le XXe siècle. Et puis, après a recommencé la traditionnelle lutte pour la répartition de la richesse produite, qui est au fond la lutte pour savoir combien de temps de travail gratuit il y a dans une entreprise ou pas. Et à ce moment-là, on a commencé à dégrader. Voici que la 36e heure a commencé à baisser de prix, et puis encore de prix, et puis encore. Elle a été revue, je crois, plus de 10 fois. Et maintenant, M. Macron a mis le coup de grâce terminal. On était à 20% d'augmentation de la 36e heure. S'il y a un accord d'entreprise, vous voyez, l'accord d'entreprise, pardon, je ne veux faire offenser personne, mais disons que le rapport de force est moyen à l'échelle de l'entreprise. Michel, eh bien, non mais si, monsieur, parce que moi tous les tests, je les ai toujours refusés où on disait d'un commun accord entre l'employeur et l'employé. Non, l'employé à la fin il finit par être d'accord avec l'employeur. Je termine sur... Vous me dites que non, je vous réponds que oui. Non, je vous dis que c'est pas l'expérience que j'ai. Donc, si vous voulez, ça fait, je pense, et c'est heureux que dans beaucoup d'entreprises, dont la mienne et beaucoup d'entreprises, on a dépassé depuis longtemps, et c'est heureux parce que plus personne n'irait travailler, moi le premier, on a dépassé cette espèce de rapport conflictuel, confrontationnel entre les salariés et le patron. Et quand il y a des problèmes, on s'assoit, on réfléchit, on les résout ensemble. C'est comme ça qu'on avance. Je vous en félicite. Cependant, il reste que le processus de l'accumulation nécessite quand même du travail gratuit. Mais je mets cette question de côté pour rester sur ce que vous avez dit. Si on diminue le temps de travail, je vais vous dire, j'ai rien besoin de faire. Avant, il fallait faire plein de choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène nouveau qui est en train de se produire. C'est la dénatalité. Et la dénatalité, vous allez maintenant devoir y faire face. Pourquoi ? Parce que la génération qui a 15 ans, elle sera au boulot en 2035. Et si en 2035, vous n'entendez pas que les gens veulent travailler différemment, dans d'autres conditions, moins longtemps et avec une plus grande ouverture, alors vous n'aurez pas les gens. La preuve, aujourd'hui même, il y a tous les ans 2 millions de personnes qui démissionnent de leur emploi. Pas pour partir aux pâquerettes,
mais qui retrouvent en moins de 6 mois un autre emploi parce qu'ils veulent en changer. Je pense que vous avez envie d'échanger, à mon avis, avec Michel de Rosen, puisqu'il a écrit le fameux livre avec Pierre Gattaz que vous citiez tout à l'heure. Gagner plus, c'est maintenant. C'est pour le taquiner seulement. Et on va vers les 40 heures, si il est on meilleur suit auteur tout seul. Michel de Rosen. Voilà, vous préconisez plutôt de augmenter la quantité de travail et de passer aux 40 heures. Revenir aux 40 heures. On va essayer de... Il y a les faits et puis il y a les opinions. Si on s'arrête un instant sur les faits, vous l'avez évoqué, il y a la durée du travail dans la journée, il y a la durée du travail dans le mois, il y a la durée du travail dans l'année, et puis il y a la durée du travail dans la vie. Oui. Si on regarde ces différents indicateurs, et ce n'est pas mon opinion ou celle de Pétaouchnok, c'est l'opinion d'économistes internationaux comme ceux de l'OCDE, etc., dont le métier est de faire des comparaisons internationales. Ils nous disent tous, après avoir regardé ces chiffres de près, qu'en France, on travaille moins que dans la plupart des autres pays européens. Alors, je veux bien qu'on soit plus malin que les autres, qu'on soit comme Astérix et qu'on se débrouille, etc., etc. Et c'est vrai que les Français sont des malins. Mais je crois néanmoins que si nous voulons créer plus de richesses en France, plus de pouvoir d'achat et plus d'emplois, nous n'y arriverons pas si nous travaillons moins que les autres. Je crois que nous devons travailler autant, on va dire, que la moyenne des Européens. Voilà. Alors, eh bien, j'en suis d'accord, et ça tombe bien, on travaille mieux et plus longtemps. Nous travaillons plus longtemps que les Allemands. Nous travaillons plus longtemps, et là, je m'adresse au grand patron d'une grosse boîte qui a beaucoup de technique et de science. Écoutez, franchement, vous voulez qu'on travaille autant que qui? Que les Bulgares, les Roumains, c'est eux les records du travail. La moyenne européenne. Eh bien, faisons-le. Moi, je vous dis, c'est déjà fait. Et nous travaillons plus que les autres. Pourquoi? Parce que la productivité du travail en France, de ces grands instituts dont vous venez de nous parler à l'instant, est rapportée à la population totale. Ce qui est absurde, car on ne peut rapporter le temps que nous passons tous au travail qu'à la population active réelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter les chômeurs, pourtant on les compte, on ne va pas compter les jeunes qui sont en études, pourtant on les compte. Quand on rétablit les comptes sur la base du temps de travail passé réellement au travail par une population active réelle, nous travaillons davantage que les autres. C'est la raison pour laquelle, avant que je ne sais quel grand génie ait inventé l'idée d'aller mettre 800 000 apprentis d'un seul coup dans l'industrie et dans l'activité économique française, eh bien la productivité d'un travailleur français était 20% supérieure à celle d'un Anglais, même supérieure d'un Allemand. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en mettant des gens qui par définition ne peuvent pas produire autant qu'un ouvrier qualifié ou qu'une ouvrière qualifiée, eh bien, on effondre la productivité. Donc, vous voyez, les statistiques, il faut toujours regarder clairement ce qu'elles décrivent réellement. Et il y a des pays où on rapporte à la population totale, mais pas en France. Voilà, leur film, et c'est passionnant, c'est bon signe. C'est bon signe. Il faut qu'on parle des petites entreprises. Il faut qu'on parle un peu plus précisément Patricia Vial. Mais vous leur tendez la main ces dernières semaines, Jean-Luc Mélenchon, aux petites entreprises. Oui. Je reprends mes petites notes. Vous leur dites que l'intérêt des petites entreprises est de s'allier avec les insoumis. Vous dites que la lutte contre le travail détaché, c'est vous. Vous proposez au petit patronat, qui s'opposerait au MEDEF, une forme de compromis politique. C'est quoi ce compromis politique très concrètement? Voilà, les entrepreneurs sont face à vous. Quel compromis, par exemple, politique vous aimeriez proposer à Madame Vial? Patricia Vial. Bah, vous aussi. Vous là-bas, on va s'entendre parce que vous n'aurez pas le choix. Mais ben non. Ça veut pas dire. Moi, j'ai le choix, j'ai de la chance. Il y a un moment où, si vous voulez, la discussion n'est plus la même. C'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer. Alors, le compromis. Bon, alors, j'en viens à l'accord politique. D'abord, c'est un raisonnement de stratégie politique. Je sais trop ce qui se passe quand il y a un gouvernement de gauche. Je parle de gauche, hein, pas un gouvernement semblable à de la gauche. Un gouvernement de gauche. Eh bien, on a sur le dos une série de puissances à l'intérieur. Ça, c'est notre démocratie, ça regarde que nous. Et puis, il y a aussi un certain nombre de pays qui se mêlent de la partie et exigent ceci, commandent cela. C'est à peu près les plus puissants qui décident toujours pour les autres. Et il arrive qu'ils veuillent donner des leçons aux Français sur comment il faut faire. Donc, nous réfléchissons. Avec le patronat qui est présent sur le marché mondial, c'est une discussion. Parce qu'il y a des points d'accord, des points de désaccord, et on sait que c'est un pacte particulier. Mais si nous voulons réussir dans notre pays, nous, gouvernement de la gauche radicale, nous avons besoin de nous entendre avec ceux qui maillent le terrain aujourd'hui. Et ce sont les petites et moyennes entreprises. Alors, que leur proposez-vous? Il faudrait donc... Alors, premièrement, je veux changer les règles de la représentativité. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Vous nous l'avez dit, oui. Voilà, alors je le redis.
Pourquoi? Pour que la petite et moyenne entreprise et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est quand même 19% des gens qui bossent dans ce pays, elles puissent avoir un poids plus grand pour obtenir ce qu'il y a à obtenir et signer des accords qui seront nécessairement plus convergents quand on va dire, par exemple, que sur tel ou tel sujet, on va mettre une barrière protectionniste. Mais il me parce semble qu'on ne les mettra pas sur tout. que vous voulez refondre l'impôt sur les sociétés, non, par taille d'entreprise. Alors c'est pas le plus simple, hein, parce que non, mais parce que ça discute pendant des heures autour de moi pour savoir quel va être le critère. Les uns disent c'est sur la valeur ajoutée, les autres disent c'est sur le nombre de gens embauchés, etc. Alors après on se tourne vers eux, y compris les petits patrons. Hein. D'accord. Et alors ils nous disent ah là là, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, pas question, ça coûte trop cher. Je leur dis ben, très bien, on va rétablir l'ancienne taxe professionnelle, ça vous irait, on comptera dedans les mètres carrés, les chiottes, et bon. Alors non, pas ça. Alors faut savoir. Mais j'aimerais savoir maintenant si Patricia Bell, vous la prenez cette main tendue. Voilà, écoutez, je fais que dire des choses concrètes. Hein. Laissez-moi au moins vous dire ce que je vous propose. Voilà. Mais oui, on va continuer, mais à ce stade, petit point d'étape. Est-ce que vous acceptez en l'état cette main tendue? Alors, cette main tendue, elle est alléchante, c'est certain, mais après, il faut revenir à la réalité. C'est une réalité qui nous coûte cher, parce qu'avec les seuils, et vous l'avez dit, aujourd'hui rien n'est fixé comme critère. Vous mettez quand même les critères qui sont envisagés, écologiques, sociaux, voilà, sont pour nous charge de travail administratif supplémentaire avec du reporting. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les PME, on n'a pas la chance d'avoir des gros staffs qui travaillent là-dessus. Donc, c'est nous, chefs d'entreprise, après notre journée de travail, qui nous attelons à ça. Donc, c'est très compliqué, ça complexifie le travail des RH, ça complexifie les secteurs fiscaux, ça complexifie tout ce domaine-là. Mais avant de penser à l'ISF, parce que je vais vous dire, Monsieur Mélenchon, un chef d'entreprise, quand il arrive le matin dans sa PME, c'est pas la fiscalité à laquelle il pense, c'est se dire tous mes salariés sont là, aujourd'hui je vais pouvoir produire, je vais être compétitif, je vais pouvoir payer des salaires à la fin du mois. Et par rapport aux 35 heures dont vous avez parlé tout à l'heure, et permettez-moi d'y rebondir, dans ma PME, j'ai le double effet qui se coule parce que je suis en 3-8. Donc, j'ai à la fois la réduction à 35 heures, ou enfin, pas la réduction, mais le temps fixe à 35 heures, et j'ai aussi la pénibilité de nuit à 32 heures. Donc, si vous voulez penser aux PME, on fait quoi là? Où est-ce que je vais trouver le temps de travail nécessaire pour continuer? J'arrête de produire? Je fais quoi? Parce que le recrutement... Si vous voulez arrêter de produire, c'est pas moi qui vais vous obliger, il n'y a pas de travail forcé avec moi. Je pense que c'est pas très adéquat avec votre programme. Laissons de côté les hypothèses burlesques, elles n'existent pas. Eh ben voilà, donc je vous pose la question, quelle est la solution? Donc on discute. Oui, c'est non mais attendez, moi je vous dis pas que je suis le génie qui va vous expliquer comment on fabrique des édredons avec des plumes de la meilleure manière, dans le temps record, et ainsi de suite. Je prétends pas ça. Je dis juste on peut organiser cette affaire-là, et je peux d'ores et déjà vous dire... Oui, mais consultez-nous. Mais c'est ce que je viens de vous dire, qu'on change les règles de représentativité. Consultez-nous pour savoir ce qu'on peut faire. Si vous connaissez un peu le MEDEF... Vous savez, nos salariés sont contents de faire des heures sup et de faire des heures de nuit parce qu'ils sont mieux rémunérés et que ça leur permet de mieux vivre aussi. Le dialogue social dans les entreprises, il est vraiment, et je rebondis ce qui a été dit, il est vraiment omniprésent et il est phénoménalement important pour nous. Mais je le crois, d'autant qu'il est obligatoire. Par conséquent, il faut bien que... la négociation annuelle sur les salaires, la négociation annuelle sur les... Non, il y a des seuils aussi, et il y a dialogue social obligatoire et dialogue social humain. Oui, encore heureux. Et Michel de Rosel prendra la parole. Mais je ne viens pas pour polémiquer avec vous, c'est pas mon sujet, vous n'êtes pas mon adversaire. Je viens chercher des réponses. Alors, il faut que je puisse quand même vous dire, voilà ce que je pose sur la table déjà, ça commence... Alors, après vous avoir dit, comme je ne répondrai pas à tout, eh bien, le reste, on le discute. Mais... Déjà, je commence par vous dire quelque chose. Alors, vous êtes bête un peu MEDEF sur les bords, vous, parce que ça vous a pas fait tilter. La question, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. D'accord. Voilà. Oui, mais disons que c'est comme moi, je suis un insoumis, ça s'entend aussi. Bon, donc il y a un moment où on a nos propres accointances. Je vous l'ai dit, comme MEDEF, je défendais la mixité économique. Bon, très bien. Et vous félicite parce que rien que si vous arriviez à obtenir du MEDEF qui fasse des enquêtes internes pour que les femmes soient payées comme les hommes, ça me pète la retraite à 60 ans. Alors donc, j'aime mieux vous dire que s'il y a quelqu'un qui est intéressé à l'égalité salariale, c'est bien les gens qui proposent la retraite à 60 ans. Mais regardez, j'arrive et je vous dis, moi, je n'ai pas peur. Je vais dire en Europe,
Maintenant, votre marché de l'électricité, c'est de la folie en barre. Ça tient pas debout. Qu'à la fin, on paye le prix de l'électricité de l'usine la plus pourrie qui en produit au gaz. Nous, les Français, nous allons nous référer à notre prix intérieur. Pourquoi on ne le fait pas? Les Portugais l'ont fait, les Espagnols l'ont fait, mais pas les Allemands. Et tout d'un coup, voilà que les Allemands le font. Alors là, tout d'un coup, tout le monde se réveille. Ah ben si les Allemands le font, alors pourquoi pas nous? Donc, nous ramènerons sur le prix de l'électricité, je permets de vous dire qu'en Espagne, les entreprises sont taxées sur l'électricité pour compenser. Oui, écoute, je connais pas le... Ah ben, je vous le dis. Oui, mais attendez, j'en ai pour 10 minutes, vous me laissez... Je m'en vais, je reviens, je vous répondrai pour l'Espagne. Ce sera mais non. Je vous parle de la France. Ça sera ailleurs. Je vous dis, ils ont décidé de sortir du marché électricité européen. Nous avions 2 points d'appui pour le faire, on ne l'a pas fait. Et maintenant, vous pouvez tous sourire. Mais s'il s'applique la décision qui a été prise qu'au mois de janvier prochain, il n'y a plus de tarifs réglementés pour les petites entreprises, vous allez tous fermer. Et pas à cause de moi et de ma retraite à 60 ans, mais à cause d'un tarif absurde. Oui. J'ai pris l'énergie. Il y a d'autres choses. Bon, vous produisez, mais il y a aussi d'autres petites entreprises. Le fait d'encadrer les loyers des locaux qu'on loue, rien que ça. Ça peut multiplier par 2 des fois le bénéfice qui est ramassé par l'entreprise. Le dégrèvement des investissements. Les investissements que vous faites. Moi, je propose de répartir, que l'impôt frappe de 2 manières. La partie des bénéfices qui va sur les dividendes d'une manière et la partie qui va sur l'investissement d'une autre manière. C'était la règle de 1986 à je ne sais plus quand. C'était une bonne règle. Pourquoi? Parce que ce pays n'investit pas assez. Et comme il paraît qu'il faut cajoler tout le monde pour que les choses se fassent, voilà une des choses que je propose. Michel de Rosen est en train de prendre des notes. Allez-y. Ouais, Michel de Rosen, on poursuit l'échange comme ça. Michel de Rosen, après l'allongement de la durée d'emprunt. Bon, alors non. Vous ne pouvez pas emprunter sur une même longueur que lui, qui est super boss, il arrive dans la banque, il obtient ce qu'il veut. Vous, non. La progressivité de l'impôt sur la société. Le taux d'escompte à 0. La baisse, est-ce que vous avez noté dans mon programme, qui est horrible comme vous le savez, que toute personne qui gagne jusqu'à 4 000 €, tout le monde gagne en impôt individuel par rapport au système actuel. Donc c'est quand même pas trop mal. Vous êtes des petits patrons, ne me dites pas que vous vous payez à ruisseau d'or. Hein. Vous payez, puis des fois vous tirez la langue. Alors, Et il y a des fois, il n'y a rien du tout. Jean-Luc Mélenchon, Michel de Rosen, s'il vous plaît. Voilà, vous prenez des notes depuis tout à l'heure. La réponse des grandes entreprises. Attends une seconde. Parlez-moi du travail détaché pendant que vous y êtes. Allez-y, voilà. Michel de Rosen. Non, vous ne pouvez pas faire et les questions et les réponses. Si. Je suis parfaitement capable de faire les deux. Hein. Allez. Je tiens à vous rassurer. Michel de Rosen aussi. Je suis d'accord avec vous sur un point et en désaccord avec vous sur le point suivant. Le point sur lequel je suis d'accord, c'est que le coût de l'énergie en Europe aujourd'hui est un problème majeur. Pour les moyennes entreprises, les petites et les grandes. Nous payons aujourd'hui l'électricité à peu près 3 fois plus cher qu'aux États-Unis et qu'en Chine. C'est un problème majeur. Sur ce point, nous sommes d'accord. Le point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, c'est que pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes plein de charme, de gentillesse, etc., etc. Il vous arrive d'être différent. Et nous ne vivons pas ensemble, mon cher. Je ne sais pas à quoi vous vous référez. Demandez, il y a des gens qui me connaissent comme quelqu'un de charmant. Faut pas trop m'embêter, c'est tout. J'ai du caractère, disons. Je me réfère à ce que j'ai lu. Ah, voilà. Des livres. Dans mon livre. Vos livres. Oui. Vos livres. Alors. Et dans les livres, vous opposez volontiers les petites et moyennes entreprises aux grosses entreprises. Vous avez tendance à présenter les grosses entreprises comme des gros plats de soupe qui en bouffent toujours trop et en reçoivent toujours trop. Ce que je veux affirmer ici, devant vous, c'est que pour nous, nos 450 fournisseurs français et nos 4600 fournisseurs européens ne sont pas des adversaires, ils sont des partenaires. Pas parce qu'on est des gens bien, parce qu'on a besoin d'eux et qu'ils ont besoin de nous. Nous travaillons, comme dit l'autre, comme une meute. Et ça marche assez bien. Ben, très bien, tant mieux. Voilà. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je n'oppose pas. Je dis simplement que j'ai pas le même rapport de force avec vous si je suis le responsable politique qu'avec madame. Est-ce que vous admettez cette idée? Vous êtes un producteur international, vous aussi, parce que la taille de votre entreprise ne saurait faire oublier que vous êtes une petite multinationale, mais une multinationale. Bien sûr. Américaine, chinoise et française. Bien bravo, soit dit par parenthèse. Vous produisez du matériel médical. Merci. Pourquoi j'ai dit bravo? Pardon, j'en profite parce qu'il faut quand même que je dise ce que j'ai à dire. Il y a une frontière sur laquelle mon projet politique, il propose de dire
il y a cet accord qu'on doit faire. Pourquoi avec eux? Parce qu'ils sont là et qu'ils ne peuvent pas s'en aller, ils sont comme nous. Les travailleurs ne peuvent pas s'en aller, et eux non plus. Vous n'allez pas faire vos courses à Hong Kong, vous n'allez pas faire votre restaurant à Miami. Donc nous sommes là. Donc on peut avoir un accord parce qu'on a un besoin vital, et nous savons que vous êtes toujours au bord. Vous pourriez basculer, un accident quelconque et vous basculez. Voilà pourquoi on a intérêt à s'entendre. Et pour qu'on s'entende, à part les mesures que j'ai dit là, comme par exemple, on n'a pas pu parler du travail détaché, mais je le rajoute, je suis contre et nous ne le permettrons pas. Mais tout ça veut dire qu'on vous donne des moyens et on discute le reste. Vous allez me dire, monsieur Mélenchon, ceci, cela, ça coûte trop cher. Très bien, regardons. C'est pas le même rapport qu'avec le patron de la grande multinationale, où là, la politique et la géopolitique rentrent directement en compte. Si on a un président de la République française qui s'engueule avec toute la direction de la Chine ou des États-Unis d'Amérique, ça m'étonnerait que ça chauffe pas pour lui. Attention, on approche de la fin. 7h56, Voilà, on doit parler des normes également qui concernent vraiment profondément les entreprises. Exactement. Je voudrais quand même qu'on ait un tout petit peu de temps pour parler des normes, parce que justement, dans votre compromis pour les PME, ce sujet des normes, ça les affecte énormément, c'est un sujet majeur pour elles. Or, on a l'impression, à lire votre programme, que les restrictions sur les licenciements, notamment, les quotas de contrats précaires, l'encadrement de la sous-traitance, durcir certaines normes écologiques, et également les sujets sur la conditionnalité des aides. Donc tout ça, on a l'impression que ça va créer quand même un certain nombre de paperasseries et que ça va rigidifier un peu les rapports entre les entreprises et l'administration. Donc, oui, pourquoi pas, chargeons le baudet. Mais je voudrais vous dire que la paperasse, elle n'a pas commencé avec les gens qui étaient pour la présence de l'État, pour le plan et le reste. Hein. Elle a commencé avec le néolibéralisme. À tout bout de champ, il faut répondre de ceci, répondre de cela. Demandez à un chercheur, à un enseignant, à un architecte le temps qui passe à remplir de la paperasse. Je vous dis que votre programme n'a pas l'air d'aller vers la simplification. Oui, oui. Ben non, mais c'est sous ça, tout le monde le dit, la simplification. Mais moi, je fais partie des optimistes. Je pense, par exemple, que l'intelligence artificielle va nous permettre de simplifier radicalement un tas de tâches répétitives et de contrôle. D'autant que vous n'y échapperez pas. Ce n'est pas un gouvernement mutualiste ou collectiviste comme moi qui l'a inventé, mais toutes vos comptabilités vont être bientôt numérisées à l'intérieur d'un même système que l'État va vous proposer. Par conséquent, vous allez voir que la machine va pouvoir traiter toute seule ce que vous faisiez avant. Ce que je peux dire... Pardon, mais je veux dire, la norme, vous ne pouvez pas être contre les normes, les gens. Regardez, si vous êtes contre les normes, ça veut dire que chacun va aller au bout de sa propre logique. Si, pour cultiver et rapporter davantage, je dois mettre du pesticide partout, j'en mettrai parce que c'est la condition. S'il y a une norme qui l'interdit... Jean-Luc Mélenchon, et attendez, je termine. Laissez-moi juste dire un mot. Parfois, c'est pas forcément le nombre de normes qui pose problème, mais c'est leur architecture, leur cohérence, leur adaptation au terrain. C'est parfois ce que disent les entrepreneurs. La norme, par définition, ne s'adapte pas au terrain. Si vous dites que vous n'en mettez pas de pesticides, c'est pour tout le monde, quel que soit le terrain. Mais permettez-moi de vous dire que la norme est un moyen qui nous permet de nous protéger collectivement et qui permet aussi de créer du protectionnisme. Parce que les clauses sanitaires... Écoutez, laissez-moi au moins sur un point concret. Vous passez votre temps à dire qu'il faut être concret. Je le suis. Mais oui, mais Thibault, les clauses sanitaires nous permettent de mettre des barrières protectionnistes avec l'accord de l'OMC. Vous le savez. Si nous interdisons certains produits pour des raisons sanitaires, nous en avons le droit international. Vous voyez, comme je suis bienveillant avec le droit international, y compris quand il ne me plaît pas. Mais je le dis, il faut un peu d'habileté pour mener les affaires publiques. Allez-y. Oui, et il faut aussi se remettre dans les chaussures du quotidien de ce qu'est une entreprise. C'est-à-dire que tous les matins, et je reprends ce qui a été dit avant, on a une liste de choses qui ne vont pas, le client qui n'est pas livré, le problème qualité, des absents dans les usines, que sais-je. Les normes, les contrôles administratifs et autres prennent déjà une partie considérable du temps des gens qui travaillent dans l'entreprise. Et beaucoup sont utiles, beaucoup sont indispensables, je vous rejoins absolument. On est d'accord. Bon, sauf qu'en rajouter plus, c'est rajouter de l'inefficacité et du temps administratif supplémentaire. Et en réalité, juste sur ce sujet, si vous voulez, tous les matins, une entreprise, elle a une course de haies à mener. L'impression que peut donner la lecture de votre programme sur ce sujet, c'est que vous vous dites on va monter un peu la hauteur des haies. Bon, si on monte la hauteur des haies, il y a plus de gens qui tombent. Voilà.
Non, j'en crois pas. Écoutez, je vous parle franchement, je ne le crois pas. Je pense que vous sauterez jusqu'au plafond s'il faut. Il y en a qui sauteront, il y en a qui vont les passer. Vous ne pouvez pas, sur un a priori que vous ne pouvez pas fortifier par une seule considération concrète, dire que mon programme va conduire à ce qu'il y ait plus de normes et plus de chicaya, alors qu'il y en aura moins dans certains domaines, et dans certains, il y en aura d'autres. Je vous ai dit il y a un instant, faisons confiance à l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, tout le monde peut mourir de peur sur pied, comme je vois qu'on y incite beaucoup de monde, ou bien se dire, il en sera de l'intelligence artificielle comme du reste. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Demain, votre intelligence artificielle vous permettra de vous débarrasser de centaines de ces tâches. De centaines de ces tâches. Moi, je n'ai pas idée de vous hyper contrôler. J'ai idée que le plan soit atteint, c'est-à-dire que les objectifs du plan, en termes de contenu de production, de quantité de production, de bien-être au travail, soient atteints. Donc j'ai aucun intérêt à vous persécuter. Je donne un exemple, par exemple la conditionnalité des aides. Donc ça va quand même rajouter une certaine paperasserie. Michel de Rosen. Ah bah Moi, quand même. Je ne sais pas ce que vous ferez si vous êtes président de la République en 2027. Déjà que je commence par être candidat, c'est encore pas acquis. C'est peut-être le moment. Il y a des rumeurs sur ce sujet, et des soupçons. Mais ce que je sais en revanche, c'est qu'aujourd'hui l'Europe est le continent dans lequel la quantité de normes et de règles est la plus élevée qui soit. Ceci est incontesté, et en Europe et ailleurs. Je vous donne raison, je suis d'accord. C'est particulièrement vrai dans le secteur dans lequel je travaille, qui est le secteur de l'automobile. La règle qui a fixé l'interdiction de vendre des voitures neuves thermiques en 2035 a été décidée par Bruxelles et Strasbourg sans aucune étude d'impact. C'est une folie qui a permis aux Chinois d'augmenter considérablement leur compétitivité et leur vente de voitures en Europe. Et il n'y a pas c'est que vous êtes moins bon. Ah non, alors puisque vous aimez parler du temps de travail, est-ce que vous connaissez la formule chinoise 996 ? Ça veut dire commencer à travailler à 9h du matin, terminer à 9h du soir et travailler 6 jours par semaine. Mettez au pouvoir le Parti communiste chinois en France si c'est ça qui vous plaît. C'est pas ma position personnelle. Non. Donc on va faire autrement. Non. Je réagis à votre propos quand vous dites que c'est parce qu'on est moins bon. C'est une blagounette, j'ai compris. Marseillaise, n'est-ce pas ? Mais je dis, si nous voulons, et vous le voulez, créer du pouvoir d'achat et des emplois en France et en Europe, il faut qu'il y ait moins de règles, moins de normes, moins de contraintes. Et je terminerai par un chiffre, puisque je représente ici les grandes entreprises, qu'on soupçonne quelquefois de ne pas payer d'impôts suffisamment en France. Les 100 plus grandes entreprises françaises représentent, j'ai les chiffres ici, 12% de l'emploi privé, 15% du produit intérieur brut, mais 20% des impôts payés en France. Je tenais à le dire pour éviter... Mais moi, je félicite ceux qui payent leurs impôts. Je proteste contre ceux qui n'en payent pas, c'est pas pareil. Oui, mais n'oublions pas ceux qui les payent, qui sont de loin les plus nombreux. C'est quand même le minimum. On paye tous des impôts ici. Ils payent leurs impôts, bravo, il faudra en plus les féliciter d'être des citoyens normaux. Non, par contre, on a le droit d'aller demander à ceux qui n'en payent pas pourquoi ils n'en payent pas. Et pourquoi ils trouvent normal de ne pas en payer. Et pourquoi M. Mittal, dont on n'a pas besoin pour faire de l'acier en France, ramasse 300 millions d'aides de toutes sortes et finit par licencier des gens et de dire qu'il ne veut pas de la concurrence déloyale alors que c'est lui qui l'organise, la concurrence déloyale. J'en parle avec passion parce que j'en ai marre de voir mon pays dépouillé au nom d'une idéologie absurde du marché ouvert sur le monde, de chacun fait ce qu'il veut, le libre-échange généralisé, la concurrence libre et non faussée et toutes ces sottises. On arrive quasiment au terme de ce débat et je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps pour parler d'ArcelorMittal. Vous proposez les insoumis de nationaliser les activités d'ArcelorMittal. Effectivement, c'est certainement en cours. Il y a déjà eu une nationalisation par le passé. Et puis on en est revenu. À l'époque, l'État avait mis beaucoup d'argent. Ça n'avait pas amélioré la situation. Pourquoi ça ferait mieux aujourd'hui et en quoi l'État serait un meilleur capitaine que l'industrie ? Mais je vais vous le dire, c'est pas le sujet d'un meilleur capitaliste. La dernière fois, vous avez très bien résumé la situation. C'était une ruine. L'État est arrivé à nationaliser, à recapitaliser, réorganiser tout de fond en comble, et quand c'est redevenu juteux, on l'a privatisé, on l'a vendu à 3 boîtes. Et on nous a dit à tous, ne vous inquiétez de rien, l'affaire est sauvée, c'est le Airbus de l'industrie. Entre-temps, les règlements européens ont changé, et il est interdit de faire, en quelque sorte, de la subvention d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Airbus, tel qu'il est aujourd'hui,
ne pourrait pas exister avec les règlements actuels de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que à l'époque, on a fait du pré-achat. On donnait de l'argent et on n'avait pas l'avion. D'accord? C'est interdit aujourd'hui. Donc, pour Arcelor, est passé de Usinor que c'était à une entreprise avec 3 boîtes européennes, l'Europe, notre doux rêve. Et puis, ça allait faire des merveilles. La merveille s'est terminée comme ça. On a tout vendu à monsieur Mittal, qui est notre concurrent numéro 1 dans le monde. Nous, les Français, qui étions la première puissance sidérurgique au moment de la nationalisation. La 3e avant. Nous en sommes maintenant à pleurer au pied d'un type qui prend 300 millions et s'en va sans dire merci. Jean-Luc Mélenchon, ça, c'est pas possible. en revanche, pour nous, c'est l'heure de dire merci. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité. Merci Gaël Mac, merci à nos chefs d'entreprise, merci Michel de Rosen, Thibault Hivernat et Patricia Vial d'avoir accepté ce débat. C'était passionnant, je vous en remercie. Voilà.